Privilège de venir d'un pays qui abrite le siège de l'institution et raison pour laquelle j'ai eu à rencontrer plusieurs visages ici présents qui nous donnent à penser que c'est un privilège d'être à cette rencontre de célébration de 50 années d'activité. J'aurais pu dire 50 fois félicitations, mais je voudrais considérer, compte tenu du temps, que la seule fois que j'ai faite constitue donc en termes de comptabilité 50 fois. Vous aurez aussi constaté, en tant que ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, difficile d'imaginer qu'on puisse faire partie de ce panel fait de gouverneurs, de banquiers, de régulateurs, de contrôleurs. Je voudrais penser que mon passé a permis de le faire, et surtout les deux derniers passés, je dirais, en tant que directeur général de banque, ministre des Finances, mais aussi en tant que ministre de l'économie, de faire partie de ce panel. Le gouverneur a dit quelque chose, le gouverneur Jouari, un aîné que nous apprécions tous, a dit quelque chose qui a retenu mon attention et qui devrait également servir d'ouverture de mon propos. Je tâcherai d'être court. Rassurez-vous, je ne veux pas aussi tirer en longueur pour également influencer le niveau de la faim que nous pouvons tous ressentir en ce moment légitimement. Le gouverneur, vous avez fait allusion à des risques qui se succèdent et souvent même se superposent. Je voudrais à cet égard dire ce que nous apprenons des récentes crises, c'est qu'une seule chose restera stable, c'est l'instabilité. Et si nous sommes dans l'instabilité continue, ça me donnera les éléments d'analyse du thème qui a été préconisé, prévention, traitement, résolution. Si nous sommes donc dans des crises continues qui se superposent avec des envergures qui sont souvent violentes, une des choses que nous apprend cette situation, c'est l'agilité, le dynamisme, l'innovation permanente. Agilité, dynamisme, je commence par la prévention. Le secrétaire général de la COBAC a développé, nous avons tous certainement à l'esprit les innovations qui ont suivi les crises en termes de création de la COBAC, en termes de ratio prudentiel, en termes de règles prudentielles, macroéconomiques, ainsi de suite, BAL 1, 2, 3. En général, avec la crise des subprimes et bien d'autres crises qui ont suivi, en général, les traitements viennent après les crises. La prévention, les instruments de prévention sont développés généralement après les crises. Si c'est le cas et que nous sommes dans une situation où l'instabilité est permanente, il va falloir redoubler d'efforts au niveau de la prévention en matière d'anticipation. Ma contribution, s'agissant de ce premier volet de notre thème, c'est la dynamique, bien entendu, la rapidité, la célérité, l'anticipation dans la prévention. On ne saura pas régler tout par avance, mais ce dynamisme permettrait donc de réduire l'impact des crises si d'aventure elles advenaient, parce que fatalement elles vont advenir. Le traitement, il a été présenté une panoplie de traitements et je voudrais aussi à ce niveau faire une analogie entre le corps humain, l'être humain et ce que nous faisons en termes de santé dans la prévention, le traitement et la résolution. Prévention, c'est pour éviter certaines maladies. Nous avons des règles prudentielles. Je souhaite à ce niveau que certainement la gestion puisse être beaucoup plus accélérée, rapide, proche, régulière, afin de détecter le plus tôt possible. Les instruments doivent être améliorés. Innovation, c'est une nécessité. Maintenant, le traitement. Le traitement et la COVID-19 nous a donné aussi l'occasion d'appréhender la pertinence de nos instruments, mais aussi la nécessité de s'adapter au contexte, d'être flexible et d'être prudent. Parce qu'un traitement, si nous ne faisons pas attention, peut également conduire à ce que nous ne voulons pas, qui est la fin, la résolution, donc la mort. Si nous faisons en sorte que le traitement est appliqué avec une connaissance de l'environnement, du contexte, des réalités, alors on réussit beaucoup plus à sauver le malade pour lui permettre de reprendre les
conditions d'opération les meilleures possibles. Je dirais à ce stade, valable pour le premier point comme le second, le dialogue doit être continu. Ce sera mon mot de fin. Mais dans la démarche qui vise à prévenir les crises, nous avons en face des acteurs qui se retrouvent autour d'un secteur, mais qui peuvent avoir des positions et des politiques, des stratégies qui sont souvent difficiles à concilier, mais qui doivent vivre ensemble. D'où la nécessité du dialogue, quand bien même on prépare les textes, quand bien même on traite, et certainement, dans le cadre donc du Covid-19, c'est le lieu de saluer la COBAC, la BEAC, les banquiers qui sont là. Cette concertation, cette flexibilité, cette prise en compte des réalités a conduit à une panoplie de mesures dérogatoires qui ont préservé le système, qui ont préservé d'une crise. C'est une leçon que nous pouvons tirer et pouvoir continuer ce dialogue-là. C'est valable quand nous parlons même de la réglementation de change pour éviter les crises futures. C'est le dialogue qui assiste donc la mise en œuvre de ces mécanismes et de ces instruments. Traitement donc sans remettre en cause la rigueur, la discipline, l'orthodoxie de la réglementation, de l'application du contrôle, tenir compte des réalités pour pouvoir éviter éventuellement certaines situations qui en fait, au lieu de traitement, peuvent conduire à une situation que nous nous souhaitons. Le dernier point, c'est la résolution. La résolution, il y a un processus, il y a différentes étapes, mais l'objectif final, c'est quoi? Si d'aventure, il peut y avoir liquidation, cessation d'activité, que ça ne soit pas de nature à perturber le système, et je caricature, s'il y a mort, que nous puissions gérer convenablement les funérailles afin que les progénitures continuent de travailler convenablement et satisfaire, bien entendu, la demande du marché. Cela nécessite, bien entendu, une meilleure coordination, une concertation, un dialogue, et avec une main de fer en un gant de velours, on réussira à mettre en place, bien entendu, les mécanismes, mesures, instruments de prévention. Bien entendu, lors des problèmes qui peuvent arriver, quand bien même on a pris des mesures de prévention et qu'on n'arrive pas à éviter la crise, il faut pouvoir traiter convenablement. Et dans la pire des hypothèses, s'il faut se séparer d'un pan de notre organe, de notre organisme, que ça puisse se faire de la manière la plus coordonnée, concertée et sans les conséquences les plus dommageables. Ayant fini ce côté bancaire, permettez-moi de dire deux choses sur quand même le rôle du système, des acteurs dans le cadre du développement. Il a été fait allusion au coût des crises bancaires dans les années 80-90. Pour le Cameroun, c'était pratiquement 500 milliards de francs CFA. C'est le coût que payent les contribuables et il faut éviter de le faire. Mais en même temps, nous avons des objectifs communs. Un indicateur peut nous confirmer cette volonté commune. En Afrique centrale, le taux de pauvreté est à peu près de 55%. Nous sommes les derniers par rapport à l'ensemble des régions de l'Afrique. S'il faut donc développer, s'il faut donc améliorer les conditions de vie des populations, croyez-moi, le taux de croissance que nous avons, moins de 3%, une inflation qui est presque à 5%, une démographie galopante, si nous ne réussissons pas à coordonner, mettre ensemble tous les instruments de politique budgétaire, fiscale, monétaire, commerce, intégration, coopération, alors celui-là qui est hors de cette salle au quartier, je ne sais pas à quel quartier ici à N'Djamena, ne ressentirait pas l'impact de l'instrument, le bel instrument, le nôtre en matière de politique monétaire, si nous nous attardons seulement et uniquement à certaines prérogatives, bien entendu, qui sont essentielles, l'inflation, mais si nous devons continuer, il faut renforcer le mécanisme donc d'intermédiation avec les banques qui sont là et le soutien d'un système monétaire, d'un système bancaire, d'un système financier beaucoup plus robuste, beaucoup plus inclusif et capable de transformer nos économies, parce que sans diversification, sans intégration, nous resterons encore à parler de 5% d'échanges commerciaux entre nos pays, et ce n'est pas ça qui va conduire à la résilience dont nous parlons. À la fin,
Mot de conclusion, Monsieur le Gouverneur, étant entendu que les crises arriveront, on ne sait pas quand, on ne sait pas dans quelle envergure, l'une des principales recommandations, c'est de renforcer à la fois les citoyens, les ménages, les entreprises, l'État, pour que nous puissions avoir des capacités d'absorption de choc quand il y a une crise. Un citoyen, s'il n'a pas de revenus et une épargne, s'il y a un choc, il est abandonné. Une entreprise, si elle n'a pas cette capacité à bénéficier du soutien de son écosystème, s'il y a un choc, elle est finie. Si un État ne réussit pas en cas de choc exogène, et le secrétaire général Wanzin l'a dit, les crises de 80-90, c'était des chocs exogènes liés à la dépréciation des cours de matières premières. Si nous n'avons pas une diversification, alors nous sommes bien entendu exposés. Voilà ce que je pourrais dire, mais je pense que ceux-là qui auront le privilège, le grand privilège d'être à la célébration du centenaire, n'auront pas à redire les mêmes choses que nous aurons dites. Merci pour votre aimable attention.